Je suis le premier et le dernier et le vivant, car j'ai été mort. Première partie des Révélations, selon saint Jean. Il ne sut depuis combien de temps il était là. Il ne sut depuis combien de temps il attendait. Il ne sut pourquoi son heure était arrivée. Il ne sut pourquoi ce fut la chute. Et le sang se répandit autour de lui comme une tache d'encre. Prologue. La réunion des guildes d'Hunter avait commencé depuis plusieurs heures. Une lune ronde et sinistre s'élevait dans le ciel. Des centaines de chasseurs, armés, avaient pris place dans la grande salle d'un sombre manoir. Chapeaux, longs manteaux, bottes montantes, armes diverses, étaient ce qui caractérisait le plus ces êtres qui avaient reçu le pouvoir de détruire les immortels. Une femme, assise dans un fauteuil roulant, âgée d'une 60aine d'années, avec une longue tresse blanche qui lui descendait au niveau de la taille, observait en silence. Elle était postée à une extrémité de la table, et malgré les nombreuses conversations individuelles, elle semblait présider cette assemblée. Ses doigts étaient croisés sur le bois devant elle, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre sur un côté. La femme se tourna alors qu'un homme maigre, des lunettes sur le bout du nez et le crâne rasé entra. Nul, sauf elle, ne fit attention à lui. Il se pencha à son oreille et murmura de sorte qu'elle seule puisse entendre l'information. « Dame Alice, son état s'améliore. Il n'est plus en danger. » « Dieu soit loué. Est-il réveillé ?»« Pas encore, madame. » Elle acquiesça avant de réfléchir un long moment. Elle se racla la gorge et rapidement, les chasseurs présents cessèrent de discuter pour se tourner vers elle. Lorsqu'il n'y eut plus un bruit, elle déclara « Il est en vie. » Des soupirs de soulagement s'élevèrent de partout dans la salle, mais personne ne se risqua à couper la parole à dame Alice. Elle reprit d'un ton qui se voulait à la fois calme et rassurant. « Les jours à venir ne seront que sombres et amers. Les enfants de Lucifer continueront à s'étendre sur terre, toujours plus violents, toujours plus nombreux, et nous devrons protéger les humains de leur soif de sang. Peut-être serons-nous même dépassés, mais jamais nous ne devrons abandonner. » Il y eut des protestations, des regards baissés, des mines dépitées, mais aucun d'entre eux n'avait le choix. C'était pour eux plus qu'une simple vocation, plus qu'un vulgaire métier, c'était leur vie. « Qu'en est-il de cet homme ?» s'intéressa une voix au fond. « Je le prendrai chez moi, dans ma guilde. Écoutez, notre situation ne durera pas. Son arrivée ne peut être qu'un signe, quel qu'il soit, et qu'il ne soit lui. En attendant, il est de notre devoir de poursuivre notre travail, comme de lui transmettre, si possible, notre savoir. » Les Hunters abaissèrent leurs chapeaux ou leurs têtes en signe d'acquiescement. Dans un coin, l'un d'eux dévisagea la foule avant d'écraser le mégot de sa cigarette dans le creux de sa main. Lui, plus que les autres, était prêt à se battre, car il était déjà bien impliqué dans cette histoire. Les hommes ne pouvaient plus compter sur Dieu ou sur la grâce des anges. Les créatures célestes avaient cédé face à la puissance des démons de Lucifer et du pouvoir des enfers. L'humanité serait ensevelie dans les abysses infernaux. Le temps et le courage des membres de cette assemblée seraient désormais les uniques choses dont dépendrait le salut de ce monde. Rappelle-toi, donc, d'où tu es déchu. Reviens-y et reprends tes premières œuvres, sinon je vais venir à toi. Première partie des Révélations selon saint Jean. Chapitre 1. Exécution. Il courait. Son chapeau sur sa tête empêchait ses cheveux de danser au rythme du vent. Il déboutonna son long blouson, de sorte que celui-ci ne l'entrave plus lors de ses déplacements. Autour de ses bottes, il avait fixé de nombreuses armes de tout genre, flacons d'eau bénite, allumettes, croix, petites bouteilles d'alcool, ainsi qu'un poignard avec une lame en argent. Tel une ombre, il suivait les empreintes sur le sol humide de la forêt. Ce corps que l'on avait traîné, il s'en servait pour remonter vers la source de toutes les souffrances de ces derniers mois. La mission avait été confiée à la Guilde de France, qui, en manque d'effectifs, avait renvoyé la missive à Rome. Il s'était porté volontaire sans la moindre hésitation. Il ne vivait que pour chasser. Tant qu'il aurait des démons à vaincre et des innocents à aider, il serait toujours prêt à monter au front. Quant à sa traque, il n'avait pas mis longtemps à comprendre dans quel guêpier il avait décidé de le plonger. Les Wendigowak possédaient la sale habitude d'accumuler les cadavres dans un antre, dans une longue période d'hibernation. Ils étaient bien plus rapides que les êtres humains. Leur vision nocturne, comme leur ouïe, n'avait pas d'égal, et l'un dans l'autre, ils étaient de puissants prédateurs. Soudain, il remarqua que les marques ancrées dans la boue de la forêt disparaissaient. Il se figea,
essayant de faire le moins de bruit possible. Mais déjà, son souffle seul n'était pas suffisamment discret. Il était en terrain dégagé, et il se demandait où l'animal avait pu aller. Puis, lentement, l'évidence le força à lever les yeux. Il distingua des griffures et des traces de sang sur le tronc des arbres. Le Wendigo n'était pas fou, il cherchait à brouiller les pistes. La créature avait pu grimper très haut. Le chasseur s'accorda un instant de réflexion mais ne se découragea pas. Il ne voulait pas perdre la trace de sa proie, il allait devoir l'imiter. En même temps, c'était dangereux. Le crépuscule s'était étendu sur le monde depuis plusieurs heures. Il était désavantagé désormais. De plus, ce manque de lumière l'empêchait de discerner avec précision les marques laissées par son adversaire. Il n'avait pas le choix, bien que les risques fussent grands. Mais il était toujours, quelle que soit la chasse dans laquelle il était entraîné. Jamais il ne pouvait se permettre la moindre erreur, la moindre hésitation. Il allait faire du bruit, mais de nouveau, il n'avait que cette solution. Il s'accroupit, retira un petit chiffon de la pointe intérieure de son manteau, et le dépliant, il en sortit 2 lames d'acier qu'il fixa solidement à la pointe de ses bottes. Il fit basculer son chapeau en arrière pour qu'il ne le gêne pas, et entama l'escalade du premier tronc venu. Ses pieds se plantèrent dans le bois, l'empêchant de tomber, lui offrant ainsi un appui plus ou moins sûr. À la force de ses bras, il entreprit de se hisser de branche en branche, jusqu'à ce qu'il parvienne à un point suffisamment haut et solide pour s'y asseoir. Maintenant qu'il arrivait à ce stade, il allait devoir trouver le moyen de passer d'un arbre à l'autre sans chuter. Il examina attentivement son environnement, prenant en compte tous les facteurs. Le vent, son orientation, la hauteur des branches, leur solidité. Il se redressa et décida de monter d'1 mètre ou 2 encore. Là, le tronc s'affinait dangereusement, mais il vivait dans le danger, la mort en permanence. Il n'avait pas peur. Il fixa l'arbre en face et bondit. Comme escompté, ses doigts se refermèrent avec violence sur le tronc dur et épais en contrebas. Ça avait été difficile et même un peu juste, mais il était parvenu. Il inspira, soulagé, ne prenant pas garde aux échardes qui s'étaient enfoncées dans sa chair. À bout de bras, il progressa vers le tronc qui l'enlaça tel un vieil ami. Sur sa gauche, il remarqua 5 ou 6 entailles dans l'écorce. Il déposa doucement le bout des doigts. C'était frais, il n'y avait pas de temps à perdre. Il aperçut une autre empreinte, plus loin, et s'élança lorsqu'il entendit un craquement sourd. Il se réceptionna gauchement, manquant de peu son rendez-vous avec la mort. Il déglutit. Mais alors qu'il se stabilisait, un grognement le fit lever brusquement la tête, et tout ce qu'il put voir avant de perdre connaissance fut une main griffue et repoussante qui le frappait. Lorsqu'il se réveilla, ses membres douloureux lui arrachèrent une grimace. Il sentit un liquide épais couler sur sa joue à cause de l'attaque dans les arbres. Il n'avait pas ouvert ses paupières, préférant dans un premier temps prendre conscience de tout son être. Ses pieds ne touchaient pas le sol, et des liens serraient ses poignets, tirant sur les muscles de son bras. Pour que la tension dans ses tissus soit si élevée, cela devait faire plus d'1 heure qu'il était là, suspendu. Il déplia ses doigts un à un, lentement, pour ne pas éveiller l'attention du monstre. D'ailleurs, il ne percevait pas le Wendigo, mais ses sens n'étaient pas suffisamment aiguisés pour l'affirmer avec certitude. Son rythme cardiaque restait calme et serein. Le chasseur ne s'affolait que rarement. Ici, la situation n'était pas assez désespérée pour le faire paniquer. Pendu dans ce qu'il devait être l'antre de la bête, quelque part au beau milieu d'un bois dont nul ne s'approchait, pas de quoi s'inquiéter. Finalement, il décida d'explorer les lieux. Une faible lueur lunaire passait à travers un trou dans le plafond. Il découvrit qu'il était attaché à l'une des poutres de la charpente d'une vieille maison, probablement abandonnée. Quoique, maison était un titre bien trop noble pour ces 4 murs. En réalité, il s'agissait plutôt d'une cabane de bûcheron. 2 possibilités s'ouvraient à l'esprit du chasseur. Soit le bûcheron avait été dévoré par la bête, soit il était la bête. Les famines étaient monnaie courante. Il n'était pas étonné de voir certains hommes emprunter la voie du cannibalisme. Il opterait naturellement pour la seconde solution. Sur sa gauche, dans un angle, le sol avait été creusé. La créature devait hiberner, là, et sa nourriture restait à portée. Il faisait trop sombre pour discerner sous ces détails. Ce dont il était certain, c'était que le Wendigo n'était actuellement pas là. Peut-être surveillait-il les alentours. Peut-être traquait-il une autre proie. Peut-être. Ce qui restait inévitable était son retour imminent. Il contracta ses abdominaux, tout comme les muscles de ses bras, afin de rabattre brutalement ses jambes sur la corde qui les liait. L'animal n'avait pas été suffisamment intelligent pour lui ôter les pointes d'acier à l'extrémité de ses chaussures. Les lames se plantèrent dans la poutre, sectionnant la corde avant qu'il ne se décroche et chute au sol sur le dos. Aïe!
souffla-t-il. Il coupa le dernier morceau de ficelle qui retenait ses poignets entre eux avant de se redresser. En posant sa main sur le sol, il toucha une substance visqueuse et épaisse. Il récupéra la boîte d'allumettes dans sa botte et en sacrifia une pour apercevoir la configuration des lieux de façon plus précise. Sa main avait trempé dans une flaque rouge, cette essence vitale qui avait été répandue sur la terre en même temps que les morceaux de chair. Il en souleva un avec le bout des doigts et remarqua une partie de tatouage gravée au fer rouge sur la peau. C'était bien le cadavre après lequel il courait. L'odeur était presque irrespirable, mais encore une fois, il avait connu pire. L'allumette finit de se consumer, il en alluma une autre. Il prit le temps de mémoriser les divers emplacements du corps. Quand la flamme disparut, il s'activa à rassembler les pièces du puzzle humain sous la poutre, où il avait été attaché. Il commença par un bras, puis un morceau d'estomac, ou de foie, il n'était pas sûr. Quand ses doigts se refermèrent sur 3 orteils recouverts de boyaux, il soupira en se disant que ces monstres étaient vraiment répugnants. Il récupéra, grâce aux rayons lunaires, quelques bouts de bois secs et vieillis qu'il mélangea à la chair. Il prit la petite bouteille d'alcool, la renifla, hésitant à en prendre une gorgée. Et finalement, il en déversa le contenu sur son entassement de déchets organiques et végétaux. Puis il remit la fiole vide autour de ses chaussures et reprit sa place de départ. Il profita de ce moment de répit pour ranger les pointes dans le torchon de sa poche intérieure. Il recula, prenant quelques pas d'élan, et bondit sans réfléchir pour s'accrocher à la poutre. Il se hissa sur celle-ci, se stabilisa en équilibre au-dessus et attendit. Le Wendigo s'était nourri. Il avait dû avoir un premier corps en réserve, il allait en ramener un second. Le chasseur prépara les allumettes, à ses côtés. La bête ne devrait pas tarder à rentrer. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Il devint une véritable statue. Sa concentration ne pouvait être plus optimale. Si jamais il hésitait, si jamais il se trompait ou s'il manquait son coup, il signait un aller simple pour l'enfer. Et ce n'était pas qu'une simple formule dans son cas. Qu'y avait-il de pire que le royaume de Lucifer? Il remarqua soudain que la nuit venait de se taire. Les animaux faisaient silence, même les arbres ne chantaient plus le requiem du monde. Comme souvent ces dernières années, les ténèbres apportées par la Dame Lune effrayaient le reste de l'humanité. Pas lui. À défaut d'être courageux, peut-être était-il fou. Mais aujourd'hui, la folie était plus sage que la raison et la peur. Un grognement parvint à ses oreilles. Sa proie se rapprochait, et dans quelques secondes elle serait là. Le chasseur cessa de respirer. L'être arriva par le toit, d'où ce trou qu'il laissait passer la lumière naturelle. L'humain ne s'y a pas. Rien dans son attitude ne pouvait le trahir. La créature se redressa sur les pattes arrière, autrefois des jambes. Sa peau était grisée, ses doigts considérablement allongés n'étaient que griffes mortelles. Ses oreilles avaient fusionné avec son crâne, tandis qu'une crinière blanchâtre, partant du sommet de sa tête au bas de son dos, évoquant d'anciens cheveux ajoutés à la laideur de la bête. Il n'y avait pas de gras sur ce corps immonde, que des muscles développés et fins. Sa gueule, car il ne possédait plus rien d'une bouche, comportait des dents tranchantes noircies par le temps et rougies par le sang. La viande humaine donnait de multiples pouvoirs, si dangereux et si répugnants. Le Wendigo s'approcha de l'amas de chair, puis envoya sa nouvelle capture, évanouie au fond de la cabane. L'homme, immobile, attendait. L'ancien être humain se posa sur la viande sanglante, s'empara d'une partie du cadavre, d'une côte ou d'une épaule, à moins que ce ne fût une partie de bassin. Il renifla le morceau. Bientôt la créature gémit, grogna et secoua son visage, énervé par l'odeur qu'avait pris sa nourriture. Maintenant, il devait agir maintenant. Il fit glisser l'allumette contre la boîte, tout en s'accordant de respirer de nouveau. L'animal leva brutalement la tête. Trop tard. Le chasseur lâcha le bâton incandescent. Furieuse, mais comme étonnée, la bête tendit ses griffes vers le chasseur qui bondit, échappant également au feu. Le corps, avec l'alcool et le bois, s'était instantanément enflammé. Il n'y avait pas 10 000 moyens de détruire un membre de l'espèce des Wendigoak. Il fallait le brûler, ou lui tirer une balle d'argent dans le corps. Or, excepté son poignard attaché à sa botte, le chasseur n'avait pas de véritable autre arme sur lui. Par précaution, il dégaina tout de même sa courte lame. La créature s'extirpa des flammes en hurlant pour se jeter à sa gorge. Il roula sur le sol, passa sous l'être maléfique, se retourna pour lui planter la pointe tranchante dans le dos et la descendre le long de sa chair enflammée. La bête, furieuse, tout en étant meurtrie, fit violemment volte-face et lui donna un brusque mais rapide coup qui le projeta contre le mur, lui coupant le souffle. Son dos le faisait souffrir à présent, mais c'était fini, bientôt, normalement.
Les blessures faites avec l'arme en argent ne cicatrisaient pas, et les flammes léchaient directement l'intérieur de la bête, cette créature qui hurlait à la mort tel un maudit loup-garou. Le chasseur se redressa avec une grimace, tandis qu'au contraire, le Wendigo se retrouvait contre terre. Son assassin, son implacable assassin, s'avança, le toisant avec compassion. Il inclina légèrement la tête, fit un signe de croix avant de murmurer quelques paroles de bénédiction pour l'âme de cet humain, devenu vassal de Lucifer. Après tout, avant d'être un monstre, il était né enfant de Dieu. Jamais le chasseur ne devait l'oublier. Tous ceux à qui il ôtait la vie n'étaient pas venus au monde dans le but de massacrer, de tuer et de dévorer. Il ne le lâcha pas des yeux, comme si cela pourrait aider son âme à trouver la paix et le repos. Les êtres de son espèce la possédaient-ils encore, cette âme? Il n'était sûr de rien, mais voulait y croire. Si la mort était vraiment la fin de tout, alors ce monde n'avait aucun intérêt. Le chasseur avait foi en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus grand. Dans d'atroces souffrances, le monstre finit par mourir. Le chasseur conserva un instant de silence avant de ramasser son poignard et s'avancer vers le corps de l'humain à terre, encore inconscient. Il souleva délicatement sa tête, déboucha le flacon d'eau bénite qu'il porta aux lèvres du jeune garçon dans ses bras. « Allez, bois, ça te fera du bien. » Lentement, cet être fragile reprenait ses esprits. Il eut un premier mouvement de recul, paniqué, mais les bras forts du chasseur le conservèrent contre lui. « Chut, calme-toi, tu n'as rien à craindre. Ouh, le monstre, bois. » Le garçon, d'environ 17 printemps, obéit, avalant quelques gorgées, remerciant son sauveur d'une voix faible. Le chasseur observa attentivement le comportement de la frêle victime. Il ne réagissait pas à l'eau bénite. Ce n'était qu'un simple humain. Il sourit. « Tu as été attaqué par un Wendigo, mais c'est fini maintenant. Ça va? Tu n'as rien? Tu vas réussir à te lever et marcher ?» L'adolescent s'empressa de se redresser, mais le chasseur préféra l'aider dans un premier temps. Ce dernier remarqua alors qu'il n'avait plus son chapeau, il avait dû le perdre. Encore. On ne manquerait pas de lui faire remarquer quand il rentrerait chez lui. Tant pis. Sortons d'ici. Le cadavre se décomposait rapidement et les odeurs de putréfaction n'avaient rien de bien agréable. Déjà les mouches étaient en train de pondre sur les plaies, et des vers venaient sucer délicieusement sa peau, se délectant de la viande cuite et du pus sulfureux qui s'échappait de quelques endroits, sans parler des lignes de fourmis qui rentraient dans sa bouche. Le chasseur avait toujours été impressionné par la rapidité avec laquelle ces bêtes s'installaient. Mais au fil du temps, il avait compris. Tout ceci n'avait rien de naturel. Quelque chose les contrôlait, de loin, dans l'ombre. Le jeune humain passa devant, afin d'ouvrir la porte à son sauveur, et les deux hommes s'aventurèrent dans la forêt. Aussitôt, l'air frais de la nuit les frappa avec douceur. C'était tellement mieux que s'ils avaient pu respirer à l'intérieur. Au bout d'à peine une dizaine de mètres, le nouvel aventurier, frissonnant, ne put s'empêcher de demander. « Vous n'avez pas peur ?»« Non. »« Non, je veux dire, vous n'avez jamais peur ?»« Non. »« Et votre visage, là, cette plaie, elle ne vous fait pas mal ?» Tu poses toujours autant de questions aux gens qui te sauvent la vie. Vous tuez souvent ce genre de choses, et oh pardon, ma curiosité. En fait, je vous suis redevable, alors merci beaucoup. Le chasseur sourit, amusé par l'esprit vif et curieux du garçon. Cependant, il était toujours en forêt, et il devait conserver un minimum d'écoute en ce lieu démoniaque. Aucun d'eux ne prononça un mot. L'adolescent, par crainte et respect, le chasseur car il se voulait discret sur un territoire de chasse. Ce ne fut qu'au lever du soleil qu'ils quittèrent les arbres sinistres. Le tueur de monstres se détendit, s'autorisant ainsi à relâcher quelque peu son attention. « Tu ne m'as pas dit ton nom. » Étonné mais heureux qu'on lui adresse la parole, le jeune homme ne sut quoi répondre avant de se lancer. « Léo. Léotard. J'habitais dans un pays voisin, mais un jour, les hommes de mon village se sont mis à devenir fous. Ils s'en sont pris à leur propre famille, violant les femmes, égorgeant les enfants pendant les vieillards. Au début, le fléau frappa un brave paysan récemment veuf. On crut que c'était la folie qui l'avait emporté, et il fut tué pour notre sécurité. Cependant, le malheur ne fut pas arrêté en si bon chemin, et rapidement, nombreux furent fous. Je me suis enfui, je n'ai pas eu le choix. Tu racontes toujours tout dès qu'on te demande ton nom ? Désolé. Le chasseur éclata d'un rire joyeux, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, avant de passer la main dans ses cheveux blonds. Tout en parlant, ils étaient parvenus à un petit village triste et endormi. Ils se rendirent dans une écurie, où l'homme récupéra son cheval, avant de tendre les rênes à Léo, qui entr'ouvrit la bouche sans savoir quoi dire. Le chasseur blond revint dans la bâtisse, déposa une bourse sur la table à l'intention du palefrenier,
récupéra son matériel d'équitation et un sac imposant contenant des armes. Une fois l'animal préparé, il équipa la selle avec des poignards, un fusil, des flacons d'eau bénite et sur le flanc gauche, un sabre assuré. Sans un regard pour Léo, il lui reprit les rênes et monta sur son destrier, puis il fit face à l'adolescent. « Alors, que comptes-tu faire maintenant, Léo ?»« Eh bien, je l'ignore. » Le chasseur lui tendit sa main. « Je me rends à Rome. Si tu sais te rendre utile, tu devrais parvenir à trouver un travail et protection là-bas. » Léo sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Sans hésitation, il serra la main de son sauveur qui lui permit de s'installer à l'arrière de la selle, au moment où le bel étalon noir s'élançait dans le jour